Voilà, je suis ravie maintenant de vous présenter la responsable du Fonds mondial, Madame Dubula, pour les premiers propos d'introduction. Elle est responsable du département CRG. Merci, oui, nous vous entendons. Une fois de plus, oui, chez nous, c'est l'après-midi, donc je vais vous souhaiter bon après-midi à tous. Bienvenue à cette session d'information dont le but est de considérer le renforcement et l'opérationnalisation des interventions de sécurité dans les interventions du Fonds mondial pour les populations clés. Cette session est co-organisée par notre département au sein du Fonds mondial et le PNUD. Et le but est d'aider les exécutants des programmes, les planificateurs des programmes qui travaillent avec le PNUD dans les bureaux nationaux. Donc, voir comment nous pouvons mettre en place, comment renforcer l'inclusion et comment opérationnaliser la sécurité. Je suis Visika Dubula. Certains d'entre vous le savez, je suis le responsable du département du genre du Fonds mondial. Je suis ravie de vous adresser ces propos d'introduction et je vais également vous présenter ma collègue Mandip, qui est la responsable, la directrice du groupe de VIH et de santé du PNUD. Nous allons passer en revue le travail que nous faisons. Comme vous le savez, nous travaillons dans des pays qui doivent faire face à des défis divers et c'est des contextes vraiment difficiles. Il y a des difficultés autour des droits humains. Il y a des mouvements anti-genre, des lois anti-genre, anti-droits humains, des sentiments, voilà, qui compliquent beaucoup notre travail dans des contextes difficiles comme le conflit, l'impact également du changement climatique, c'est-à-dire que ces crises touchent ces pays, ces communautés, et le tout rend la situation est très difficile. Les communautés ont des problèmes pour accéder aux services de santé et ceci entrave également notre objectif qui est de mettre fin à nos 3 maladies en 2030. Nous savons que, et vous savez que pour nous, il ne s'agit pas d'une question superficielle. Ceci fait partie de notre ADN, surtout les communautés qui sont touchées par les 3 maladies qui sont au cœur de notre travail. Alors, nous voulons mettre en place des programmes que nous allons partager avec vous pour essayer d'éliminer les barrières liées au genre et aux droits humains qui rendent plus difficile notre travail. Nous allons donc parler comment nous intégrons les considérations de genre et des droits humains dans nos subventions. Et ce travail avec le PNUD, en fait, nous en sommes à la 2e année de la création du Fonds mondial en 2003. Notre partenariat s'est concentré sur la mise en place de subventions pour ces 3 maladies dans des contextes à haut risque pour nous assurer que nous pouvions renforcer les capacités de nos partenaires nationaux pour qu'ils puissent renforcer leur propre système afin que les ministères dans ces pays puissent également contribuer à l'obtention de nos objectifs. Mais j'aimerais également vous inviter à réfléchir à autre chose. Nous devons nous dire que la sécurité doit être intégrée dans tous les contextes. Les populations clés, les populations vulnérables ne reçoivent pas de services. Et le rapport mondial sur le VIH est très clair. Ce rapport indique qu'une fois de plus, de manière systématique, les populations clés sont laissées pour compte. Et ce qui est important, c'est la fracture, parce que si vous regardez la situation par région, par programme, les populations clés, de manière significative, sont à la traîne. Et nous le constatons de plus en plus si nous comparons la donne, par exemple, en Afrique, au sud et à l'est, nous voyons la charge, nous voyons les taux de couverture dans ces populations. Ces taux est parmi les plus faibles. Ces communautés doivent faire face aux stigmates, à des lois très négatives. Cependant, nous continuons à offrir des services
qui sont très importants, mais nous devons faire face à toutes les difficultés de l'environnement qui empêchent que ces personnes qui ont besoin de ces services ne les reçoivent pas. Donc, nous devons voir comment nous utilisons la sécurité, les programmes de santé et de sécurité pour pouvoir diminuer cette fracture. En 2050-2060, la couverture est très importante. Nous devons considérer donc quels sont les taux d'incidence de mortalité. Nous devons considérer également les nouvelles infections qui se trouvent dans l'environnement. En Afrique, bien sûr, les contraintes des protocoles de santé ne nous permettent d'intégrer tous les services nécessaires. Ceci crée donc davantage de difficultés. C'est vrai que nous constatons que nous évoluons dans certains contextes. Cela ne veut pas dire que dans d'autres régions, les problèmes continuent à être très importants. Et nous devons également constater qu'il y a une stagnation du progrès. Il y a de plus en plus, enfin, il continue à y avoir de femmes et des enfants qui sont infectés par le VIH. Puis nous avons également les normes culturelles, les croyances religieuses. Et le populisme aussi tout aussi impacte la législation dans certains pays, dans les politiques qui en fait violent les droits humains de beaucoup de personnes. Ceci donc fait augmenter la discrimination, la criminalisation. Ceci rend la situation très difficile pour les populations vulnérables qui ne peuvent pas accéder aux services. Cette réalité ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Ces dernières années, nous constatons donc la violation des droits humains, la baisse de qualité de certains services, tout ceci impacte les opérations du Fonds mondial et rend notre travail très difficile. Même si nous avons de l'argent pour investir, il est très difficile que cet argent nous aide à sauver des vies. Donc, nous devons nous dire que ces efforts que nous faisons sont en train de réduire l'espace pour que la société civile et les communautés nous soutiennent pour pouvoir obtenir nos objectifs. Les récipiendaires principaux, y compris le PNUD, jouent un rôle critique pour garantir que les populations clés et notre programmation, notre agenda, les implémentateurs, les exécuteurs, les bénéficiaires puissent avoir accès aux services afin de pouvoir voilà, en bénéficier en toute sécurité, surtout dans un environnement qui est de plus en plus difficile. Parce que tous les jours, les actions de mise en œuvre que nous pouvons prendre pour réduire les risques, les incidences et pour répondre aux problèmes quand ils apparaissent, eh ben, doivent nous permettre également de nous garantir que nous pouvons jouer notre rôle, ainsi que le rôle des récipiendaires et toutes les parties prenantes dans ce contexte. Nous devons garantir que ces services peuvent être fournis en toute sécurité. Nous devons nous assurer que nous ne perdons pas de vie. Nous devons garantir donc que nous pouvons intervenir pour réduire ces barrières. Alors, une analyse précoce que nous avons réalisée nous a permis de voir qu'il faut continuer à privilégier l'intégration des interventions dans les programmes, mais nous devons continuer à avancer. Nous devons faire plus et les interventions de sécurité doivent être maintenant incluses dans la programmation du genre, entre autres, de manière efficace. Et c'est une ressource qui doit compter avec tous les moyens nécessaires pour ces communautés. Voilà, je vais m'arrêter sur cela. Maintenant, je vais inviter ma sœur Mandip pour qu'elle vous adresse également des propos d'introduction. Oui, Mandip est connecté. Merci, merci à tous. Merci vous pour avoir si bien présenté le contexte pour cette discussion tellement importante sur l'opérationnalisation des interventions de sécurité dans les programmes du Fonds mondial. Je pense que, pour les raisons que vous avez mentionnées, dans ce monde, la sécurité est très importante dans les programmes liés au VIH, les programmes de genre. Nous constatons vraiment une régression des droits humains, de l'espace civil en général, le harcèlement, la violence, l'exclusion
impacte des populations qui sont déjà marginalisées et elle les éloigne des services. Donc, nous sommes à un moment critique. Notre partenariat avec le Fonds mondial date de 2003. Nous avons été des partenaires stratégiques également et nous avons également exécuté des programmes du Fonds mondial. Et dans ces moments actuels, il est de plus en plus important que nous joignions nos forces autour de ces questions si importantes comme par exemple la montée en puissance des interventions de sécurité dans les programmes du Fonds mondial. Il est plus important que jamais, nous avons besoin d'argent pour offrir encore plus, pour offrir et obtenir de meilleurs résultats de santé et des droits humains pour les populations clés si nous souhaitons mettre fin au sida en 2030. Nous savons que les données sont incroyables. Donc, les personnes qui ont du sexe avec des hommes, les personnes emprisonnées, les travailleurs sexuels, toutes ces populations sont impactées par le VIH de manière disproportionnée. 80% de nouvelles infections à l'extérieur de l'Afrique subsaharienne et donc se produisent dans ces populations. Dans l'Afrique subsaharienne, c'est encore pire. Nous n'avons pas de bonnes données parce que justement, c'est des populations marginalisées, vulnérables, et c'est des populations qui sont criminalisées. Et puis aussi, il y a des normes sociales qui nous empêchent d'avoir des données. Mais nous avons une opportunité énorme, même si les difficultés sont importantes. Nous avons une déclaration politique sur le VIH et le sida qui inclut des cibles historiques très importantes. C'est des cibles pour éliminer la violence de genre, éliminer les lois punitives et la criminalisation qui empêchent l'accès aux services et qui nourrissent en quelque sorte ces barrières ou la discrimination de ces populations, entre autres. Nous avons donc une vraie opportunité avec ces cibles, mais nous devons être intelligents et être intelligent dans ce moment actuel veut dire que nous devons être stratégiques en ce qui concerne les interventions de sécurité. De quoi je parle? Eh bien, vous allez écouter nos collègues du Burundi et du Pakistan et vous nous expliquer comment, dans les programmes du Fonds mondial, ils ont été capables de mettre en place des interventions de sécurité pour mieux répondre aux besoins des populations clés. Mais j'aimerais parler plus en général de ce que le PNUD peut apporter. Je pense que nous devons avancer en tant que PNUD et en tant que bon partenaire du Fonds mondial que nous sommes, c'est-à-dire nous devons pouvoir faire plus en ce qui concerne la sécurité. En tant que récipiendaire principal ou autre, le PNUD a un mandat de gouvernance très fort, très puissant. Nous avons de très bonnes relations avec les ayants droit et nous travaillons avec les parlementaires, avec les juges, les avocats des pays à travers notre partenariat. Et plus généralement, nous avons la capacité d'apporter sur la table d'inviter autour de la table les organisations, les capacités, afin de garantir la sécurité des personnes qui vivent avec le VIH, les populations clés et les autres personnes touchées par les trois maladies. Je pense donc que le PNUD fait beaucoup de choses déjà, mais peut encore faire plus dans ces programmes mondiaux. Je pense que nous devons être plus stratégiques pour profiter de notre mandat de gouvernance afin de garantir la sécurité des populations clés. Je vais vous donner un exemple de ce dont je parle. L'initiative Let's Scale du PNUD avec le Fonds mondial et d'autres co-sponsors de l'ONU consiste à renforcer les capacités, le leadership locaux, répandre l'écosystème des populations clés au niveau local pour carrer la criminalisation, pour éliminer tout ce qui est négatif pour les droits, la sécurité, tout ce qui éloigne les personnes de l'accès aux services. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Nous investissons dans ce type d'initiative. Nous sommes en train de renforcer cet écosystème au niveau local avec des organisations, les personnes qui vivent avec le VIH. C'est la partie la plus importante du travail que nous pouvons faire avec le Fonds mondial pour aider à améliorer la sécurité dans les programmes financés par le Fonds mondial. Je vais vous donner donc un exemple. En Namibie, une organisation dans le domaine LGBTQI+, offre des formations
et ils ont créé un comité de sécurité au Kurdistan et au Tadjikistan. Il y a un dialogue conjoint avec différentes parties prenantes afin d'explorer les approches stratégiques et la planification de scénarios pour mieux répondre aux conditions des droits humains qui s'aggravent. Nous avons également publié un guide important sur la prévention et la réponse aux crises liées au VIH. Enfin, en essence, c'est la sécurité. C'est un outil très important qui peut nous aider à renforcer la sécurité sur le long terme des populations clés et vulnérables. L'une des choses qui est très clair pour moi, c'est que le partenariat entre le PNUD et le Fonds mondial reste un véhicule très important à travers lequel nous pouvons mettre en place des stratégies comme celle-ci, à travers les programmes financés par le Fonds mondial ou le PNUD peut être en exécutant, mais à travers d'autres organisations, à travers notre travail de gouvernance plus large. Il est essentiel de reconnaître que nous sommes peut-être très bien placés pour répondre à des situations d'urgence. Par conséquent, nous devons toujours travailler étroitement avec les ONG, les partenaires mondiaux pour réagir rapidement à travers un soutien financier ou en soutenant la sécurité des personnes ou en protégeant les défenseurs des droits humains. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses. Je ne pense pas que quelqu'un puisse résoudre ceci seul. Et donc, ce qui est important, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il faut avoir un modèle de partenariat à travers lequel nous puissions réagir rapidement et répondre rapidement pour fournir les ressources à travers les subventions du Fonds mondial, mais plus en général, toute la famille onusienne, tout le travail important également que font les ONG, les populations clés, tout ce qui est fait dans cet espace. Je suis donc ravie de pouvoir inaugurer ce webinaire avec ma sœur, vous. Elle est toujours une bonne source d'inspiration et je vous rends la parole et j'ai hâte de vous entendre tous. Merci. Merci, Mandip. Oui, c'était vraiment des exemples très puissants qui montrent comment votre travail a façonné et a soutenu et a renforcé ce qu'il se passe sur le terrain. Alors maintenant, nous allons passer en revue notre programme et après, je vais me taire parce que voilà, nous sommes ici pour écouter les orateurs qui vont parler du travail qui est fait sur le terrain et comment nous allons travailler ensemble. Alors, notre programme compte 3 parties. La première session considérera les interventions de sécurité et ce qui doit être inclus dans ce que nous appelons les programmes de sécurité pour les populations clés. Et la deuxième partie nous donnera des informations plus nuancées, des expériences sur comment opérationnaliser les interventions liées à la sécurité. Nous allons écouter les expériences du Burundi et du Pakistan, comme Mantip l'a déjà dit, et comment les choses ont évolué, quelles sont les leçons apprises, quels sont les exemples que nous pouvons donc identifier. Et la troisième partie, c'est une session de questions-réponses modérées qui sera animée par Ed, que vous avez vu au début de cette session. Maintenant, sans plus, je vais passer la parole à mon collègue Matteo, notre consultant technique dans notre département des droits communautaires et de genre, qui va nous parler du type d'intervention d'urgence qui peuvent être incluses ou pas et comment elles peuvent être budgétisées. Merci. Merci vous. Effectivement, ici, mon travail, c'est de vous expliquer le type d'intervention que nous devons inclure dans nos programmes pour les populations plaies et quelques astuces ou des conseils pour la budgétisation de ces coûts. Voilà, ici, je veux vous montrer comment les interventions de sécurité sont liées intrinsèquement. Et j'utilise cet arbre ici pour expliquer comment ça marche. Si vous regardez le niveau des feuilles et des branches, vous allez constater, voir des exemples de violence qui trop souvent se produisent dans les programmes comme les détentions, les rumeurs, les
voilà, c'est des programmes qui peuvent impacter les programmes. Les interventions de sécurité visent ce type d'incident généralement. Mais si nous regardons ce qui se passe au niveau souterrain, au niveau des racines, vous voyez des choses comme l'ignorance, la rage, le stigmate, la criminalisation, les croyances religieuses, culturelles, les normes de genre. Ici, nous avons également des choses que nous essayons de résoudre à travers nos programmes de droits humains. Cela ne veut pas dire que ces interventions de sécurité et des droits humains sont séparées, parce que ce n'est pas le cas. Ici, vous pouvez constater, par exemple, que beaucoup des interventions dans le domaine des droits humains font partie des interventions également de sécurité dans les programmes pour les populations clés. Ici, par exemple, on peut voir que nous pouvons hum, travailler avec les avocats ou nous pouvons avoir des systèmes de réponse. Nous pouvons également faire des formations sur l'accès à la justice pour que les personnes sachent quels sont leurs choix en cas d'incident sécuritaire. Voilà, c'était pour dire simplement que les interventions de sécurité et les programmes de droits humains, ben, c'est deux domaines qui sont intimement liés. Ici, nous voyons ou quelles sont quelques astuces, quelques conseils que nous pouvons donner aux organisations des populations clés pour renforcer la sécurité. Mais avant de rentrer dans ces détails, j'aimerais dire que les défis de sécurité, les difficultés de sécurité qui peuvent impacter un programme avec des populations clés dans un pays, ben, ne sont pas les mêmes qui vont impacter notre pays, disons. Tout dépend du contexte. Lorsque nous parlons de la sécurité, il faut tenir en compte le contexte. Bien sûr, chaque organisation doit pouvoir identifier leurs propres menaces de sécurité, leurs propres risques sécuritaires pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour que les programmes soient plus sûrs. Donc, il faut comprendre que c'est une question contextuelle. Dans le Fonds mondial, nous avons identifié quelques conseils, quelques astuces que nous pouvons partager avec les organisations afin d'augmenter la sécurité dans les programmes des populations clés. Ici, vous avez 6 conseils différents. Le premier, c'est faire en sorte que la sécurité soit quelque chose de routine. Cela veut dire garantir que vous êtes prêt en tant qu'organisation pour atténuer et résoudre les incidents de sécurité s'ils se produisent. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela peut vouloir dire des choses comme, par exemple, avoir un cadre sécuritaire en place, ou cela peut vouloir dire avoir des protocoles de sécurité pour une partie spécifique pour votre programme qui peut vouloir dire, voilà, une attention particulière à un élément de sécurité, par exemple, vos programmes de dissémination. C'est là où nous voyons des incidents de sécurité le plus souvent. Cela peut vouloir dire, par exemple, garantir que votre staff a toujours un badge d'identité ou vous assurer que vous avez toujours un registre de visiteurs dans vos centres, vos bureaux, etc. Ça dépend d'un contexte à l'autre, mais nous voulons dire qu'il est important de faire que c'est une priorité en tant qu'organisation si vous souhaitez augmenter la sécurité. Une deuxième étape, c'est avoir la possibilité d'enregistrer et de parler des incidents de sécurité quand ils se produisent. Parce que, bien sûr, il faut garder un suivi. Mais si vous avez un registre de sécurité, ceci pourra vous permettre d'identifier des tendances ou des séquences. Par exemple, si vous regardez un programme de dissémination, si vous voyez qu'à un moment donné, les incidents augmentent, eh bien, ceci est une information très importante parce que ceci pourra vous dire peut-être, voilà, peut-être je dois changer les activités ou les arrêter ponctuellement ou peut-être mettre en place des mesures de sécurité plus poussées. Ensuite, troisième astuce, troisième étape, c'est vous assurer que votre organisation assigne un point focal de sécurité euh, parmi tout le staff. Et ce staff doit être formé régulièrement à la sécurité. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que si nous avons une personne à laquelle nous pouvons nous diriger, si nous avons un problème de sécurité, nous pouvons aussi mieux coordonner notre réponse. Et puis, la formation du staff aide notre personnel à être plus prudent, pour éviter de faire certaines choses plus risquées, et ceci nous permet également de répondre plus rapidement en cas d'incident. Le quatrième pas, c'est la gestion des informations privées et publiques sur les programmes que nous mettons en place avec les populations clés.
Voilà, il faut bien gérer les informations pour que les personnes qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas savoir où vous allez mettre en place un programme, ou les dates de vos activités, ou les endroits. Voilà, pour éviter aussi, ou il faut éviter de poster des photos sur les réseaux sociaux de certaines activités autour des services offerts, etc. Le cinquième conseil, c'est les alliés. Il faut cultiver les alliés. Vous devez opérer en connexion avec toutes les autres organisations qui exécutent les mêmes programmes dans le même contexte. Vous devez cultiver ces alliés. Vous devez également avoir des relations avec des partenaires. Par exemple, c'est peut-être donc le ministère de la Santé ou des agences onusiennes. Vous devez garder au niveau de votre organisation ces relations et vous devez avoir ces alliés parce qu'ils peuvent devenir et s'avérer très importants si jamais une crise explose. Et le dernier conseil, la dernière étape, c'est vraiment très important. Vous devez vous assurer que votre organisation a et développe un plan de réponse rapide, parce que ceci vous permettra de garantir que vous savez que faire en cas d'incident. Cela veut dire que vous aurez toujours des manières pour gérer, par exemple, les communications pendant une crise. Vous saurez qui doit savoir quoi et qui doit faire quoi. Et en même temps, c'est très important. Cela veut dire que vous allez préparer également un plan de réponse urgente. Slide suivant. Maintenant, je vais parler un petit peu plus du fonds d'urgence parce que c'est un élément très important. Que pouvez-vous inclure dans un fonds d'urgence? Eh bien, des choses comme, par exemple, l'hébergement, le transport, les soins de santé, y compris la santé mentale pour le staff et pour les bénéficiaires, le soutien en termes de nutrition ou l'assistance juridique. Toutes ces coûts Tous ces coûts sont vraiment très importants, tous ces services sont très importants, mais il est critique que si vous voulez créer un fonds d'urgence, vous ne considériez pas seulement l'argent, mais il est important également que vous accompagniez cet argent que vous avez mis de côté avec un mécanisme clé ou un mécanisme de gouvernance clé qui explique comment ces fonds peuvent être utilisés et comment on peut y accéder. Il doit y avoir donc beaucoup de clarté autour des services, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, quels sont les services couverts, qui aura accès et qui n'aura pas accès, et établir également des seuils en termes de coûts. Par exemple, en termes de l'hébergement, vous ne pouvez pas donc payer l'hébergement pendant une année, mais peut-être le fonds va couvrir la première semaine ou les 3 premiers mois. Donc, il est important que ce fonds d'urgence ait des critères clairement décrits, parce que ceci, parce que pour nous, bien sûr, ceci doit être comme ça pour qu'il puisse être approuvé. On va en parler plus tard quand nous parlons de la budgétisation. Maintenant, slide suivant. Là, nous rentrons dans la partie qui concerne comment budgéter ces interventions. Et ça, c'est un petit peu spécifique dans le cadre de nos procédures. Tout d'abord, il faut décider comment vous allez intégrer les activités de sécurité et d'urgence dans vos programmes pour les populations clés. Ceci dépendra d'où vous vous trouvez dans le cycle de la subvention et en fonction d'où vous vous trouvez. Normalement, il y a deux options. D'une part, c'est inclure ces interventions dans la demande de subvention au début, lorsque vous développez. Et l'autre option, qui est un peu moins recommandée, c'est de faire ça après, donc dans les révisions programmatiques. Mais avant de rentrer dans ces détails de ces deux options, je tiens à vous rappeler que toutes les interventions sécuritaires ne demandent pas du budget, donc il est important de parler au préalable pour dire, OK, quel type d'intervention, de quel type avons-nous besoin? Est-ce que nous devons budgéter cette intervention ou pas? Est-ce que cette intervention peut être réalisée dans le cadre d'une intervention existante? Par exemple, si vous voulez former votre staff, eh bien, si vous avez déjà des formations dans un autre sujet, eh ben, pensez à rajouter un module sur la sécurité, peut-être rajouter un jour ou deux dans votre formation, plan de formation déjà existante pour parler de la sécurité. Donc, essayez toujours de considérer que ces activités ne demandent pas toujours de l'argent. Ici, vous voyez ce dont je parlais à l'instant. Ça, c'est donc le cas où vous décidez d'inclure ces interventions depuis le début.
C'est la manière la plus recommandable d'inclure ces activités de sécurité dans les subventions. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'approche la plus simple, la plus directe. Souvenez-vous, rajouter des activités dans un budget qui a déjà été approuvé est une tâche très importante et difficile. Et ceci doit être fait dans le cadre d'une révision de la subvention et en fonction de l'importance de l'investissement que vous souhaitez faire dans la sécurité. Le processus d'approbation peut être long et prendre du temps. Par conséquent, il est important de toujours considérer que si vous pouvez au moins essayer d'inclure une ligne budgétaire de sécurité au début du programme dans le budget, euh, c'est une très bonne idée parce que c'est plus facile de peut-être faire des ajustements à cette ligne budgétaire que plutôt de créer une nouvelle ligne de zéro, une nouvelle ligne qui n'était pas là depuis le début. Donc voilà, j'espère que c'est clair pourquoi il est important d'essayer d'inclure tout depuis le début. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci, nous passons au cas d'espèce suivant. C'est les révisions des subventions. Si vous avez besoin d'une révision pour pouvoir introduire ces coûts, il y a différents types de révisions. Je vais me concentrer sur ces deux types, la révision programmatique et la révision budgétaire. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les révisions programmatiques sont les révisions où essentiellement nous rajoutons une intervention ou un module dans notre budget. Essentiellement, c'est une activité qui n'était pas inclue depuis le début dans le budget. En fonction du type d'activité que nous souhaitons rajouter, la révision programmatique peut prendre plus ou moins de temps, peut être plus ou moins complexe. La manière la plus simple, c'est si cette activité, cette intervention que vous voulez rajouter fait déjà partie de la demande de qualité, la liste d'activités que nous avons préparée. Dans ce cas, c'est plus facile de rajouter une activité qui avait déjà été prévue dans la subvention. Ce type de processus ne va prendre ou ne va pas exiger une révision plus approfondie. C'est une question différente si l'activité que vous voulez inclure ne fait pas partie de la liste enregistrée. Cela veut dire que euh, le, le comité de révision devra analyser la situation. Cela ne veut pas dire que ce soit impossible, mais cela veut dire que ça va prendre plus longtemps. Peut-être vous êtes en train de négocier vos interventions et c'est un peu tard, donc il vaut toujours mieux le faire avant. Les révisions programmatiques, comme dit, peuvent exiger ou pas exiger une révision du comité technique d'examen, mais en tout cas, ces deux choix vont demander l'approbation du Fonds mondial. L'autorité d'approbation va changer en fonction des changements que vous essayez de mettre en place pour vos programmes, combien de modules, combien d'interventions vous rajoutez, et évidemment la valeur de cet investissement que vous souhaitez inclure. Mais oui, il faudra toujours un certain temps pour terminer ce processus. Ça peut durer entre 2 mois, 3 mois. Maintenant, nous allons parler de la révision budgétaire. Les révisions budgétaires sont plus simples dans le sens que ceci n'implique pas l'addition de modules. Simplement, c'est un changement de montant d'argent entre des activités qui sont déjà incluses dans le budget. En fonction de l'argent que vous souhaitez modifier d'une intervention à l'autre ou d'une activité à l'autre, la révision sera considérée matérielle ou non matérielle. Il y a bien sûr des seuils qui indiquent si cette révision budgétaire est matérielle ou immatérielle. La grande différence entre ces deux types, c'est que les non matériels n'exigent pas l'approbation du Fonds mondial ni l'approbation du CCM. Le récipiendaire principal, dans ce cas le PNUD, peut faire ça sans informer le Fonds mondial. C'est une bonne pratique de nous informer, mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de l'approbation. Le récipiendaire, ce qu'il doit faire, c'est enregistrer ces changements. Et bien sûr, il faut que ça reste dans ce seuil qui existe au niveau des interventions et au niveau de la catégorie du coût discrétionnel. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais
comme nos interventions souvent sont énormes et que souvent l'argent inclus dans ces catégories de coûts peut être vraiment importante, le fait de changer l'argent d'une catégorie à l'autre est quelque chose qui peut être fait assez hum, lentement, mais il faut toujours considérer les seuils. Maintenant, quand il s'agit d'une révision matérielle, c'est les changements qui dépassent les seuils. Et dans ce cas, oui, il faut informer le Fonds mondial, il faut recevoir l'approbation de l'équipe pays. Hum, Et donc, le processus est un petit peu plus simple parce qu'il ne faut pas non plus l'approbation du CCM. Alors, deux dernières diapositives pour ma part. Là, je vais vous montrer que toutes vos interventions de sécurité doivent être admissibles et les coûts doivent être admissibles. Il y a tout un diagramme qu'il faut suivre pour comprendre si un coût est éligible ou pas. Mais essentiellement, si les coûts, les interventions ou les activités peuvent directement ou indirectement être attribués à l'objectif du Fonds mondial, normalement, c'est un coût admissible. Ici, j'aimerais revenir une fois de plus sur les interventions d'urgence, par exemple le fonds d'urgence. Il est possible d'avoir ce fonds dans le budget. Il est important d'avoir des critères bien transparents et des conditions bien claires. Et maintenant, ma dernière diapositive, c'est pour vous montrer où inclure ces activités de sécurité. Il y a trois endroits principaux où vous pouvez les introduire. D'une part, les modules de prévention pour les populations clés, pour éliminer les barrières liées aux droits humains. Sinon, dans le module des droits humains, là, vous avez toute une série d'interventions. Et là, vous pouvez les inclure surtout pour éliminer les stigmates et la discrimination, pour les questions juridiques. Et sinon, le renforcement du système communautaire, dans ce module, vous pouvez également les inclure. Donc, le développement de leadership, la formation et la supervision communautaire. C'est donc les espaces les plus évidents pour intégrer, pour inclure ces activités d'urgence. Voilà tout de ma part, merci. Et voilà, je passe la parole à Ed. Merci. Merci, Matteo, pour ces conseils si intéressants, tous ces détails pour voir comment nous pouvons inclure ces interventions de sécurité. Maintenant, nous allons passer aux exemples pays pour apprendre de l'expérience du PNUD pour promouvoir la sécurité des populations clés. Commençons par le Burundi. Je vous présente Georges, qui est la responsable pour ces questions du PNUD. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Bonsoir, bon après-midi, chers collègues. L'étude de cas que je vais présenter cet après-midi sur le Burundi porte sur un cas qui s'est présenté, qui s'est produit en 2023 lors de la mise en œuvre du NMF3. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter le contexte. Oui, slide suivant. OK. Le contexte au Burundi est assez complexe. Au Burundi, trois catégories de populations sont considérées comme des populations clés, c'est-à-dire les plus exposées aux infections sexuellement transmissibles, au VIH ainsi qu'aux hépatites virales. Ces trois catégories de population sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels de sexe et les usagers de drogues injectables. Autre chose que je veux dire, au Burundi, même utiliser le terme population clé, c'est pas officiellement autorisé parce qu'ils préfèrent qu'on dise les populations les plus exposées à l'infection au VIH. D'une manière générale, la tendance de l'épidémie au Burundi est à la baisse, dont la prévalence dans la population générale est de 0,9% et la tendance est quand même à la féminisation du VIH au Burundi. Donc, la prévalence est de 1,2% chez les femmes et 0,6% chez les hommes. Mais cette prévalence à la baisse, comme je l'ai dit, cache certaines tendances. Au niveau des populations clés,
chez les professionnels de sexe. Deux enquêtes ont été menées en 2013 et l'autre en 2021 qui ont montré que la prévalence chez les professionnels de sexe était de 21,3% en 2013 et cette prévalence est passée à 30,9% en 2021. Chez les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes, en 2013, la prévalence était de 4,6% et cette prévalence est passée à 5,96% en 2021. Chez les usagers de drogues injectables, la prévalence était de 10,2% en 2017 et c'est passé à 15,3% en 2021. Voyons donc que là, il y a une grande différence entre la prévalence au niveau de la population générale et les populations clés. Donc, ce qui laisse à comprendre que l'épidémie est plus concentrée au niveau des populations clés. Maintenant, par rapport aux droits humains, comment se présente le contexte légal au Burundi? Au Burundi, le manque de distinction entre les relations consenties entre deux personnes et les relations non consenties expose la majorité des populations aux violences, aux poursuites judiciaires. Et depuis 2009, le Code pénal burundais, dans son article 567, condamne les relations entre les personnes de même sexe. Et cette condamnation va de 3 mois à 1 an d'emprisonnement, suivi d'une amende qui varie entre 50 et 100 000 francs burundais, donc ce qui correspond à 24 francs suisses et entre 24 et 28 francs suisses. Toujours dans le code pénal burundais, les articles 564 et 565 condamnent parlent de bonnes mœurs. Mais quand on regarde sur le plan légal, qu'est-ce qu'on met dans le bonnes mœurs? Et également, non seulement qu'on a les bonnes mœurs, mais également les comportements qui blessent la pudeur. Et une fois de plus, on s'interroge, qu'est-ce qu'on entend par bonnes mœurs? Qu'est-ce qu'on entend par comportement qui blesse la pudeur? Donc, le contexte légal au Burundi est vraiment assez rigide par rapport aux populations clés. Next slide. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en février 2023 au Burundi? Le 22 février 2023 au Burundi, dans la capitale politique qui est Gitega, les populations clés étaient réunies dans un atelier de renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat. Et au cours de cet atelier, 24 personnes ont été arrêtées et avec pour chef d'accusation homosexualité, conformément à l'article 590 du Code pénal. Et plusieurs d'entre elles ont été également accusées de débauche, toujours conformément à l'article d'incitation à la débauche, conformément à l'article 562 du Code pénal. Et au cours des poursuites, 2 autres personnes encore ont été interpellées, ce qui a rapporté le nombre à 26 personnes. Mais ces personnes ont été interpellées, jugées et condamnées sans toutefois qu'ils aient été présents au procès. Et en août 2021, 19 de ces personnes ont été relaxées, mises en liberté provisoire et donc 2 toujours en leurs absences. Donc, le ministère public, tout comme la défense, ont fait appel des décisions du tribunal, ce qui a conduit en janvier 2024 à la libération de ces personnes. Mais toutefois, 5 de ces personnes, par rapport au chef d'accusation, tous ont été acquittés sur le chef d'accusation d'homosexualité, mais 5 ont été déclarés coupables d'incitation à la débauche et condamnés à 1 an d'emprisonnement ferme. Second slide. Qu'est-ce qui a donc conduit? Comment est-ce qu'on a pu libérer ces personnes? Parce que j'ai parlé de la libération, mais il y a eu tout un processus pour qu'on en arrive à la libération de ces personnes en janvier 2024. Il y a eu une assistance juridique.
Le bureau payé du PNUD, informé de la situation par les associations identitaires, a contractualisé avec un cabinet d'avocats avec l'approbation du Fonds mondial. Donc, un cabinet d'avocats spécialisé à la défense des droits humains. Donc, ce cabinet d'avocats qui représentait les inculpés au tribunal a plaidé pour la libération de ces personnes, des 26, des 24 personnes prévenues par rapport au chef d'accusation de l'homosexualité. Mais non seulement il y a eu cet assistant juridique, parce que ces personnes, comme nous le savons tous, les populations clés sont des personnes très vulnérables. Certaines d'entre elles ont été arrêtées étant malades. Donc, pendant que ces personnes étaient en prison, les associations communautaires se sont mis ensemble pour apporter une assistance humanitaire à ces personnes détenues. Donc, cette assistance consistait à leur apporter l'appui pour les soins médicaux. Comme je l'ai dit, certains étaient malades. Il y a même un qui est décédé, malheureusement, avant d'être acquitté en prison. Il y a également eu une assistance en termes sur le point alimentaire aux prévenus et aussi à leurs familles. Parce que certains des membres de la communauté qui ont été arrêtés vivaient en famille. Et pendant leur période de détention, les familles ont subi beaucoup de pression, non seulement de la part de la police, mais également de la part des autres membres de la communauté. Mais grâce aux associations, ils ont pu avoir un soutien aussi psychologique pour tenir le coup pendant que leurs enfants étaient en prison. Suivant, le slide suivant. OK. Également, à côté donc de l'assistance juridique, l'assistance humanitaire, il y a également eu ce que j'ai appelé la diplomatie douce. Certaines ambassades, certaines missions diplomatiques présentes au Burundi, donc l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, la Belgique, euh, l'Union européenne, ont fait un grand plaidoyer pour la libération de ces personnes. Ils ont eu beaucoup de rencontres avec certaines autorités du gouvernement en leur mettant la pression pour que les personnes inculpées soient libérées, surtout lorsque l'un des prévenus est décédé en prison. Alors, ils s'appuyaient sur l'abus, la violation des droits des personnes, parce que n'eût été l'appui apporté par les organisations communautaires qui apportaient des médicaments à cette personne qui malheureusement est décédée en prison, ces personnes ne recevaient aucune autre assistance pour être restées en bonne santé pendant leur période de détention. Donc, ce plaidoyer, cette diplomatie douce de toutes ces missions diplomatiques a également contribué à la libération de ces personnes. Sans oublier le lobbying fait dirigé par les acteurs communautaires. Il y a eu un lobbying très fort qui a été dirigé par les acteurs communautaires, donc les associations au niveau national, les associations des droits de l'homme au niveau régional ont fait mené une grande campagne de lobbying pour attirer l'attention sur ce cas de violation des droits humains qui arrivait au Burundi. Donc, ils ont utilisé les médias, les organisations internationales et ceci a permis de faire une très grande pression sur le gouvernement burundais pour libérer ces personnes. Et slide suivant. Quelles sont les leçons que nous avons apprises de ce cas qui s'est produit au Burundi l'année dernière? Bon, avant de parler des leçons apprises, je vais également revenir sur quelque chose pour dire que ces mêmes personnes qui ont été inculpées et libérées en janvier 2024, en septembre dernier, 5 de ces personnes ont été encore arrêtées par la police, toujours à Gitega. Parce que lorsque la première libération a eu lieu, ils ont été acquittés en janvier 2024, beaucoup des membres de ce groupe se sont déplacés, ont quitté la ville de Gitega pour aller ailleurs. Mais il y a eu un groupe qui est resté parce qu'ils avaient des activités, ils travaillaient.
pouvaient pas abandonner leur emploi pour s'enfuir. Mais en septembre dernier, ces mêmes personnes ont été arrêtées. Et le PNUD a posé le même acte. Toujours avec le cabinet d'avocats, le PNUD a mené une action qui a encore conduit à la libération de ces personnes en début d'octobre de cette année. Mais la libération de ces personnes qui ont été arrêtées en septembre a permis de comprendre que ces personnes sont toujours surveillées tant qu'elles sont dans la ville de Gitega, ce qui a permis de les transférer au niveau de Bujumbura. Donc, avec le transfert au niveau de Bujumbura, étant donné que les actions pour les populations clés se font de manière concertée avec les autres partenaires, dont le PNUD, avec l'appui du GC7, subvenait à l'accompagnement, à la prise en charge juridique et judiciaire. Les autres organisations ont pris le relais pour offrir le logement à ces personnes qui sont maintenant venues à Bujumbura. Donc, ils ont loué les maisons pour ces personnes et également ils pourvoient à leurs besoins en termes alimentaires. Donc, pour le moment, l'appui à ces personnes qui a été offert par l'organisation régionale OUHAI s'étend sur une période de 6 mois. Mais le plaidoyer continue pour qu'il y ait une assistance pour que ces personnes puissent avoir ne serait-ce que des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins parce que où ces personnes travaillaient, étaient à Gitega, elles avaient un emploi rémunéré. Donc maintenant, venir être totalement à la charge d'une institution, c'est un peu difficile. Donc, je voulais faire cette parenthèse pour comprendre que l'affaire n'était vraiment pas finie en janvier, mais l'affaire à continuer pour une fois de plus comprendre que le contexte au niveau du Burundi est assez complexe. OK. Les facteurs importants à considérer donc dans l'arrestation de ces personnes, c'est qu'il faudrait comprendre que l'environnement juridique, le contexte sociopolitique au Burundi euh, est très influencé par les mouvements anti-JAR et les mouvements anti-droits humains. Comme vous le savez tous, avec la loi anti-gay au niveau qui a été votée par l'Ouganda, ceci a entraîné une grande influence au niveau de l'Afrique de l'Est d'une manière générale, ce qui fait que les autres États renforcent davantage leur animosité vis-à-vis des populations clés. Et ce qui pousse des populations à vivre dans une insécurité criade si elles ne sont pas accompagnées. Donc, comme action préventive pour pallier à cette situation, il faudrait qu'il y ait un grand investissement sur les mécanismes de veille et de réponse au niveau local par les associations communautaires. Parce que les associations communautaires sont celles qui maîtrisent très bien le contexte social, le contexte et, culturel, et elles sont en même de répondre, d'adresser certaines questions qui concernent la communauté. Donc, c'est important d'investir sur les mécanismes de veille au niveau des associations locales. Et aussi, il faudrait doter les associations locales des financements pluriels et flexibles pour répondre aux cas émergents. Je prends le cas encore de ce qui s'est passé récemment, la deuxième arrestation de ces populations. Donc, si les ONG internationales n'interviennent pas, les associations locales, parce que n'ayant pas assez de financement, ne peuvent pas répondre à certains besoins, dont l'accompagnement psychologique, sur la santé mentale de ces personnes-là. Donc, il est important d'investir sur de donner des financements pluriels, donc pas seulement sur un an, des financements qui s'étendent sur 2 ans aux associations communautaires pour qu'elles puissent avoir une bonne planification pour pallier à de telles situations. Il faudrait également George,
My Yes. apologies to interrupt, but we are way behind. Je m'excuse, mais nous avons pris beaucoup de retard. Nous sommes vraiment intéressés et nous sommes vraiment contents de tout ce que vous partagez avec nous. Merci pour votre soutien et nous reconnaissons également la présidente Sophie qui travaille avec vous au Burundi, mais nous avons pris beaucoup de retard et voilà, je dois passer la parole à notre collègue du Pakistan pour que Merci. brièvement présente le cas, les leçons apprises au Pakistan. Soyez bref, s'il vous plaît, parce que nous avons encore d'autres aspects que nous voulons traiter. Et George, excusez-nous de vous avoir interrompu, mais il faut continuer. Nous n'avons plus de temps. Merci. Bien sûr. Bonjour et merci. Bon après-midi ou bonsoir à toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Je vais commencer par le contexte. Le, le PNUD est devenu récipiendaire principal depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous mettons en place la composante de la prévention. En ce qui concerne la prévalence de VIH, eh bien, nous avons encore une épidémie assez importante sur l'écran. Vous pouvez voir les chiffres du dernier IBPS en 2016-2017. Vous pouvez voir que la principale prévalence, c'est entre les personnes qui consomment des drogues, 38,4%. Après, nous avons les filles transsexuelles. Ensuite, la prévention des transgenres hommes. Ensuite, les professionnels du sexe, 5,6%. MSM, 3,5%. Et finalement, les femmes professionnelles du sexe. Depuis cet IBBS, nous avons réalisé l'analyse suivante et les résultats seront disponibles à la fin de ce mois ou début décembre. Au Pakistan, l'épidémie VIH continue à se concentrer sur les populations clés qui sont les populations les plus marginalisées et les plus stigmatisées dans la société. En fait, ils vivent aux marges de la société, ils ne sont pas acceptés et ils ont donc des problèmes de pauvreté, des problèmes légaux, ils n'ont pas de papier, ils habitent dans la rue et ils rencontrent beaucoup de problèmes. Le PNUD a demandé donc une deuxième étude sur le stigmate au Pakistan qui a été réalisée par l'Association de personnes qui vivent avec le VIH et les résultats montrent que, que il y a de cette stigmate et cette discrimination au niveau des fournisseurs de droits également. Et le problème principal qui a été identifié, c'est la révélation non consentie de données aux familles et à la communauté de la société, ce qui crée beaucoup de négativité pour les personnes, beaucoup de conséquences négatives. Et l'index de stigmate a montré également qu'il y a un manque d'environnement légal facilitateur et le système de justice pour ces personnes est faible. Diapositive suivante. Je vais présenter 3 interventions. Nous pensons que c'est de bonnes interventions pour renforcer la sécurité des populations clés. La première, c'est cette intervention. Le PNUD a demandé donc la création d'une stratégie sous une subvention du Fonds mondial pour la première fois au Pakistan. Les populations clés, comme je l'ai dit, sont marginalisées et criminalisées. Par conséquent, elles ont beaucoup de contacts avec les agences de renforcement de la loi, surtout la police. Et la police et les forces de l'ordre ne sont pas vraiment formées dans les questions de santé ou dans le domaine du VIH. Ils n'ont pas du tout de connaissances sur les modes de transmission et il y a beaucoup de stigmates. Par conséquent,
Nous avons engagé un cabinet très réputé qui avait travaillé dans le passé avec l'inspection générale et nous avons travaillé également avec un consultant qui a un diplôme de criminologie et de droit. Et donc, avec différentes parties prenantes, on a lancé un document de stratégie globale qui a été présenté au ministère de la Santé nationale pour son approbation. Et dès qu'il sera approuvé, nous, ou le gouvernement, nous allons soutenir le gouvernement pour le lancer, pour le partager parmi toutes les forces de l'ordre et toutes les provinces du pays. La deuxième intervention que nous voulions partager avec vous, c'est l'accès à des initiatives de justice et le suivi basé sur la communauté. Le PNUD a introduit l'accès aux initiatives de justice pour réduire les inégalités, atténuer le stigmate associé au VIH et la discrimination. Nous avons fait donc des publicités, nous avons eu un processus transparent et nous avons embauché une société qui a créé 10 bureaux légaux de soutien légal et 10 experts juridiques pour réaliser des activités de dissémination avec la communauté. Et nous avons travaillé en partenariat avec le Fonds mondial. Nous avons développé notre programme pour les 3 populations clés de 19 points de service jusqu'à 50, plus de 50. En 2021, il y avait 20 000 personnes des populations clés qui avaient accès à ces services et maintenant, c'est plus de 100 000 personnes par trimestre. Alors, nous avons travaillé avec ces experts et les personnes peuvent demander également du conseil juridique et nous pouvons donc informer sur les droits humains. Et ce que nous avons constaté, c'est que les personnes, les membres des populations clés consultent ces services et ils demandent du conseil dans le domaine de la violence domestique et d'autres problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Et maintenant, la troisième intervention, qui a 2 parties essentiellement. Comme je l'ai déjà dit, nous travaillons avec les organisations communautaires pour les 3 populations clés et essentiellement les travailleurs de terrain travaillent et nous les embauchons depuis les communautés. Mais comme il s'agit de communautés criminalisées, ils ont beaucoup de problèmes quand ils doivent se promener dans les rues. Et donc, nous avons demandé aux gouvernements provinciaux et au ministère de la Santé pour publier des lettres d'autorité pour que ces travailleurs portent sur eux ces lettres. Et donc, s'il y a des interactions avec la police, ils montrent ces lettres comme une preuve, comme une évidence qui travaillent pour des organisations organisées, enregistrées, embauchées par le PNUD pour travailler en collaboration avec le gouvernement et que, voilà, ils travaillent dans le cadre de notre stratégie. Donc, ceci leur offre une certaine protection pendant qu'ils travaillent sur le terrain avec les populations clés. Puis, nous avons fait autre chose. Comme 90% de nos travailleurs travaillent dans le domaine de la dissémination, ben, ils se déplacent en motocyclette et les femmes ou d'autres transgenres doivent utiliser le transport public parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de mobilité. Et donc, nous avons demandé au Fonds mondial de pouvoir nous fournir des fourgonnettes comme ceci pour pouvoir déplacer plusieurs personnes en même temps, pour atteindre des distances plus longues et pour pouvoir également donner des services de conseil à l'intérieur des fourgons s'il n'y a pas d'autres espaces disponibles pour le faire de manière confidentielle. Alors, nous avons ces fourgonnettes qui
circulent dans tout le pays et nous espérons pouvoir continuer, enfin toutes les distribuer à la fin du mois de décembre. Et bien sûr, les populations clés attendent aussi que tout ce parc de fourgons soit déployé. Quelles sont les leçons apprises? Il y a une leçon qui n'est pas mentionnée ici. Lorsque nous avons commencé avec cette subvention, nous n'avions pas des membres qui puissent s'occuper des problèmes liés à la sécurité, à la discrimination, le stigmate. Donc, nous avons demandé au Fonds mondial de créer un nouveau poste de agent qui travaille pour la discrimination, qui maintenant s'occupe de toutes ces questions liées au genre, à l'assistance légale, le stigmate, tout ça. Et cette personne nous a beaucoup aidé pour concevoir nos interventions et pour nous assurer qu'elles sont alignées avec les politiques et les aspirations des populations clés. Quelles sont les leçons apprises ces 3 années? Eh bien, nous savons que le cadre actuel de législation sur le VIH n'a pas encore évolué suffisamment. Il y a eu une loi qui a été approuvée au niveau provincial pour garantir les personnes qui vivent avec le VIH, mais ceci n'est pas le cas dans d'autres provinces. La volonté politique de la part des élus reste un défi. Ça fait 3 ans que nous essayons de les contacter, mais on n'a pas trop progressé. Il reste un haut niveau de stigmate et de discrimination vis-à-vis des populations clés. Le taux ou l'index de stigmate a montré que cet index est réduit un petit peu par rapport au dernier index qui a été donc publié il y a 10 ans, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Finalement, nous avons ce challenge autour de l'instabilité politique parce qu'il y a eu une transition trop longue pour enfin, le changement du gouvernement précédent jusqu'au nouveau gouvernement. C'était assez long. Donc voilà les leçons que nous avons apprises. Et merci. Je pense que j'ai respecté mes 10 minutes. Merci. Oui, effectivement. Merci, docteur, pour avoir été vraiment très bref. Merci pour avoir partagé le cas du Pakistan. Maintenant, nous passons à la section de questions-réponses. Nous avons ici quelques questions. Je m'excuse parce que nous avons pris un peu de retard, mais restez 2 minutes encore, s'il vous plaît. Alors, question de Fabien, une question qui concerne la sécurité numérique. Ce serait génial si les orateurs puissent nous parler des opportunités et des risques de l'utilisation accrue des outils numériques pour la sécurité des populations clés, y compris dans les crises de droits humains et autres crises. Mathéo, voulez-vous commencer peut-être et pour essayer de répondre à cette question? Et puis si les autres veulent répondre aussi, mais on commence par Mathéo. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a beaucoup de risques et d'opportunités liées à l'utilisation des outils numériques. Les opportunités, par exemple, il suffit de voir tout ce que nous pouvons faire au niveau de la dissémination, de la diffusion. Nous pouvons répondre aux demandes de nos populations sans exposer notre staff, par exemple. Donc les opportunités sont infinies, énormes pour notre travail. Par exemple, on peut toujours savoir où sont nos employés, notre staff, grâce au dispositif de localisation. Le fait de pouvoir stocker les données sur le nuage. Et nous pouvons également penser à toutes les opportunités que donne donc le fait, donc le codage de données ou les dispositifs qui ont des modes de sécurité doubles pour l'enregistrement. Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités importantes dont nous pouvons profiter lorsque nous parlons de la sécurité. Évidemment, parce qu'il y a toujours l'autre côté de la médaille.
Si vous pensez donc aux téléphones qui sont utilisés pour collecter les dates, eh bien, si ce téléphone tombe dans les mauvaises mains, pour ainsi dire, eh bien, c'est un risque de diffusion des données contenues. Donc, il est important que nous fassions attention à ces risques et nous faisons très attention à la sécurité numérique dans nos formations. Il y a des parties spécifiques pour ce type de sécurité numérique. Merci, Matteo. Est-ce que Dr. Umar ou George souhaite dire quelque chose sur la sécurité numérique? Eh bien, en ce qui concerne la sécurité numérique au Pakistan, nous avons un service web. Tous les services les données sont stockées sur un nuage géré par le gouvernement en sécurité et toutes les personnes qui sont enregistrées sur notre plateforme ont un numéro d'enregistrement exclusif. Et donc, c'est ce numéro qui est utilisé pour identifier ses clients. Et ces 3 dernières années, nous n'avons eu aucun problème, aucun souci lié à la sécurité numérique de nos données. Merci. Merci, Dr. Humain. La deuxième question de Juan Carlos, je pense qu'elle a déjà été répondue. Elle concerne les ressources pour le transport. Et on en a déjà parlé aussi pendant la présentation de George de Bondy. Troisième question, comment le PNUD garantit que tous les exécutants du PNUD connaissent cette approche? Est-ce que le Fonds mondial doit considérer que le PNUD a formé tous les récipiendaires et que cette approche est mise en place au niveau du pays? Je ne sais pas si Marc pourrait répondre à cette question. Marc du PNUD ou quelqu'un d'autre? Yeah, thank you, Ed. Oui, merci, Ed. J'essaierai de répondre. Si quelqu'un d'autre souhaite compléter ma réponse, vous pouvez y aller. Oui, c'est une très bonne question. De notre côté, nous nous assurons que nous partageons cette approche de plusieurs manières. Et par exemple, nous avons un manuel de prévention, nous avons une boîte à outils de prévention et nous avons également une communauté de pratique qui nous permet de renforcer cela aussi. Nous avons également des membres de notre équipe internationale et régionale avec une expertise dans ce domaine. Mais bien sûr, nous devons toujours nous assurer au niveau national que cette approche est mise en place. Il doit toujours y avoir une relation avec l'équipe nationale du PNUD et il faut toujours considérer comment intégrer ceci dans les stratégies. Et puis la planification est quelque chose qui doit être souligné aussi. Les collègues dans les pays savent très bien ce qu'ils peuvent faire au niveau de la flexibilité vis-à-vis du Fonds mondial, mais ils savent également qui contacter, pourquoi et comment. Et il est important de nous assurer que tout est bien planifié pour que tout soit bien intégré dans les subventions. Donc, il y a plusieurs ressources, plusieurs stratégies dont nous disposons pour nous assurer que les équipes nationales connaissent cette approche. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite compléter ma réponse. Très bien, merci. Marc, je pense que vous avez très bien répondu à cette question. La quatrième question de Rocio. Avez-vous des exemples de SOP pour l'utilisation de fonds d'urgence? Peut-être Mathéo, vous pouvez répondre? Oui, oui, effectivement. Une partie du travail que nous réalisons, une partie du soutien que nous fournissons à nos partenaires exécutants, c'est le développement de cadres de sécurité et surtout des procédures opérationnelles autonomes, bien sûr. Tout ceci dépend de chaque contexte. Donc, nous aidons les organisations pour qu'elles développent leur plan SOP. Disons que tout doit être contextualisé, tout doit être adapté au contexte. Merci.
Et la dernière question de Patricia, est-ce que l'équipe conjointe de l'ONU sur le sida joue un rôle dans cette intervention? Je pense que, George, c'est une question pour vous. Voulez-vous y répondre? Dans le cas du Burundi, est-ce que le Joint Team, l'équipe conjointe, a fait partie de cette intervention, cette réponse que vous avez développée? Je dirais au côté du PNUD, oui, l'ONU-SIDA a accompagné le PNUD dans ce processus de suivi, mais vu le contexte, l'équipe conjointe n'a pas joué un rôle d'avant-garde. C'était un rôle avec le PNUD de suivi auprès des avocats qui se chargeaient des cas et aussi avec les missions diplomatiques qui faisaient cette négociation au niveau des hautes instances du gouvernement. Mais c'était pas en avant-garde, mais ils étaient là. L'ONU a accompagné le PNUD dans ce processus. Merci. Excellent. Thank you so much, George. So that is it for Excellent. Merci, George. Voilà, donc c'est toutes les questions que nous avons reçues aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer pour continuer cette conversation. Voilà, donc nous avons terminé. Ah, il y a deux autres questions? Allez, on va y répondre très rapidement. Une question de Léa. Quelles ont été les mesures en place dans le cadre des arrestations de NFM3? C'est une question pour vous, George, une fois de plus sur le Burundi. OK, merci. Dans le cadre du NMF3, il n'y avait pas, comme maintenant au G6, déjà des activités claires sur l'accompagnement des populations clés sur les questions de droits humains parce que à cette époque, il n'y avait pas un poste de responsable en charge des droits humains. Je pense que ce qui s'est passé au NMF3, c'est l'une des conséquences qui a poussé à la création du poste d'une personne en charge des questions relatives aux droits humains et populations clés pour un accompagnement au quotidien et pour un suivi de près de toutes les questions relatives aux populations clés et droits humains. Excellent. Thank you so much. Excellent, merci. Et les deux dernières questions d'Alistair et Boyan, je pense que les orateurs ont déjà répondu, donc pour une raison de temps. Voilà, nous nous excusons. Nous ne pouvons pas y répondre maintenant. Nous devons terminer ce webinaire, mais avant, j'aimerais partager quelques informations. Tout d'abord, partout, surtout dans les pays dans lesquels nous soutenons les communautés, il y a des attaques contre les droits humains, la santé sexuelle. Et c'est pour ça que notre partenariat avec le PNUD est crucial. Les deux institutions ont la responsabilité, nous et le PNUD, nous avons l'obligation de garantir que les programmes que nous soutenons ne créent pas de conséquences négatives. Et cela veut dire en particulier que nous incluons les considérations de sécurité dans tous nos programmes pour les populations stigmatisées. Ceci n'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est une partie essentielle de tous nos programmes partout. Le PNUD joue un rôle critique pour gérer les subventions du Fonds mondial. Nous avons l'opportunité de faire plus de choses au niveau de la sécurité. Et comme Mandip l'a dit, nous devons profiter du mandat de gouvernance du PNUD pour travailler avec les ministères de la Santé, le secteur judiciaire et toutes les parties prenantes. Ensuite, sur la base de notre action collective, nous devons renforcer des activités pour les récipiendaires principaux. Nous devons tout faire pour contribuer que nos programmes soient sécures. Et si jamais il y a une crise qui explose, eh bien, nous devons répondre. Nous avons toujours la possibilité de répondre. Nous devons inclure ces interventions de sécurité au début de la préparation des subventions ou après à travers les révisions programmatiques. Nous voulons féliciter le PNUD pour ses efforts pour avoir intégré la question de la sécurité et merci pour répondre aux crises sanitaires. Le cas du Burundi nous a clairement montré que l'assistance légale et le soutien pour les familles et la diplomatie douce et le plaidoyer communautaire
sont des facteurs très importants dans la réponse. Et au Pakistan, nous l'avons également vu. L'accès aux programmes légaux et l'intégration des aspects juridiques ont également contribué au succès du programme de prévention dans un contexte également très vulnérable. Je vous remercie tous pour votre participation active. Je remercie tous les orateurs pour leur présentation et nous voulons citer Marc, Angela et Luciana chez le PNUD, Mathéo et notre équipe de communication. Merci pour avoir préparé ce webinaire.